Élu dans Matane en 1994, Mathias Rioux devient délégué régional du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, en préparation de la démarche référendaire. Après le référendum perdu et le départ de son chef, Jacques Parizeau, les premières années du député en politique ne furent pas de tout repos. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rioux. Bonjour. M. Rioux, en décembre 2000, à l'Assemblée nationale, il y a une motion qui est présentée pour blâmer l'ancien député Yves Michaud pour des propos qu'il aurait tenus. Vous avez voté en faveur de cette motion-là, comme tous les autres députés. Vous vous en êtes excusé 10 ans plus tard. La question, pourquoi avoir voté en faveur et vous vous excusez plus tard? Est-ce que vous me permettez de situer ça dans un contexte? Bien sûr. Moi, je suis député de Matane. J'arrive par avion. Je suis en retard. J'entre au Parlement. J'arrive, il y a des proposés à la sécurité me disent « Vous ne pouvez pas entrer, il y a un vote. » Un vote? Et oui, un vote. Alors, mais j'ai dit « Écoute, ma banquette est juste sur le bord. Regarde si je peux me faufiler. » J'entre, je vois le président de l'Assemblée qui est debout, M. Charbonneau. Et là, je demande à mon voisin de banquette, qu'est-ce qui se passe? C'était le député de Bertrand. Et il dit, c'est une résolution sur Michaud. Moi, je ne sais pas si la motion est favorable ou défavorable à Michaud. Tu sais, je me suis dit, bon, peut-être qu'on le félicite pour son action militante, comme Robin des banques. Enfin, c'est bon. Je suis en retard pour demander de relire la proposition. Le vote est en marche. Et là, je vois Bouchard, Jonquière qui se lève, puis Landry, puis Verchères. Tout le monde se lève. J'ai dit, pour moi, la résolution est favorable. Les péquistes se lèvent. On finit les péquistes, les libéraux se lèvent. Ah, ben là, j'ai dit, il doit y avoir un problème. Alors, la motion est votée. Pour 109, contre aucun et aucune abstention. Alors, la motion du député d'Arsimiki et du député de Sainte-Marie-Saint-Jacques est adoptée à l'unanimité. Maintenant... Après la période, je vais voir le contenu de la motion. Hey, on blâme Michaud pour des propos antisémites prononcés à l'endroit de la communauté juive. Moi qui ai passé une partie de ma vie près de la communauté juive de Montréal, ça m'intéresse. Alors, je prends connaissance de la résolution. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. Des propos prononcés devant les États généraux sur la langue française, des propos antisémites contre la communauté juive du Québec. Je lis ça, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Michaud a trop de relations avec la communauté juive. Je me procure le contenu des cassettes des États généraux. Michaud n'a jamais parlé de ça. Michaud a juste dit que les Juifs n'avaient pas le monopole de la souffrance, ce qui est vrai. Il n'y a pas de communauté. Sans jamais banaliser la Shoah. Jamais. Michaud n'a jamais fait ça. Au caucus, le lendemain, je me lève. Et je me lève, et je dis au premier ministre, comment il se fait qu'on a voté une résolution semblable? Comment il se fait qu'on n'a pas été convoqué en caucus? Lui qui était si friand de l'opinion du caucus. Comment il se fait? Ah, il dit, il fallait agir vite. Puis, mais
Je me souviens de Landry qui déambulait, qui s'en allait vers le comptoir pour chercher un café puis un sandwich, disant à Louise Baudouin à l'oreille, « On massacre nos amis. » C'est Landry qui parle. « On massacre nos amis. » Ça reste comme ça. Et là, je me suis dit, est-ce que j'entreprends une guerre au sein de mon caucus, quand tout le monde avait voté favorablement? Mais je sentais, dès le moment où on en a parlé un peu au caucus, après l'événement, j'ai senti qu'il y avait un malaise au sein de la députation. On sentait bien qu'on s'était fait rouler dans la farine par Bouchard et Charest, qui, eux, étaient les artisans de la résolution. Sans doute que M. Charest était content qu'on casse du sucre sur le dos d'un séparatiste. Et Lucien Bouchard, qui voyait arriver Michaud, candidat péquiste dans Mercier, était très heureux de s'en débarrasser. Il ne voulait pas ce trouble-fête dans son caucus. J'ai très bien compris ça aussi. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, il faut régler ça. Et les anciens péquistes qui ont voté cette résolution ont à peu près tous écrit à Michaud pour s'en excuser. Le Parlement a été abusivement utilisé pour porter un jugement sur un citoyen. C'était immonde. C'est un assassinat politique. Comme citoyen, Michaud a été victime d'un assassinat politique venant du Parlement de sa nation. Voté par les députés représentants du peuple, c'est, à mon avis, un des scandales les plus importants des dernières années. Quand on transforme le Parlement en tribunal, ça devient difficile à vivre. En janvier 2001, M. Bouchard démissionne, votre chef. Est-ce que ça vous a surpris? Puis comment vous avez vécu cette période-là? Oui, j'étais surpris. On est toujours surpris lorsque le chef d'un parti ou le chef du gouvernement quitte ses fonctions. Et je me demandais bien, bon, c'est quoi les motifs de son départ? Qu'est-ce qu'il a en tête? Alors, j'ai écouté attentivement son discours au Salon Rouge lorsqu'il l'a prononcé. Deux choses ont retenu mon attention. La vie de famille, il y avait des jeunes enfants. Ça allait bien. Ensuite, il a dit qu'il n'avait pas réussi à réunir les conditions gagnantes pour réaliser le grand rêve des Québécois, la souveraineté. Ça m'a chiffonné un peu. Je me suis dit, comment peut-il affirmer qu'il n'a pas réussi à réunir les conditions gagnantes alors qu'il n'a jamais essayé? Je le sais qu'il n'a pas essayé. Il l'avait dit après son élection de 1998 que les Québécois ne voulaient pas de référendum. On a compris par après aussi, dans l'action de son gouvernement, que le référendum n'était pas sur son écran radar. Ça m'a laissé une sorte de petit goût. M. Landry l'a remplacé. M. Landry a formé un nouveau Conseil des ministres. Il ne vous a pas invité à ces Jeux Conseil des ministres. Il vous a plutôt confié une commission parlementaire, économie et travail. Oui. Déçu de ne pas être retourné au cabinet, le travail de la commission, vous aimiez ça, oui. Ça c'est clair. Quand Landry a été nommé premier ministre, j'étais très content parce que c'est un ami, on est allé à l'école ensemble, on est allé à l'université, ça a été mon président d'AGUM. Et j'ai toujours trouvé que c'était un ministre remarquable, Landry. Ministre des Finances extraordinaire, avec qui on a pu faire ensemble, lui et moi, des choses magnifiques pour la Gaspésie, avec un plan spécial. Il a fait de la Gaspésie une priorité dans sa vie d'homme politique comme ministre et premier ministre. Mais quand on m'a confié la commission de l'économie et du travail, là, j'ai dit, là, il y a des choses, il y a des belles choses à faire. Et ça a été un mandat que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ça. Et ça nous a permis de regarder avec beaucoup d'attention la législation du travail dans son entier
et formuler aussi de bonnes recommandations. C'est là qu'on avait fait une étude aussi sur les prix de l'essence, qui était devenu un petit peu scandaleux dans la région de Québec et un peu partout au Québec. On avait fait des recommandations là-dessus. Ça ne donne pas toujours de résultats concrets, mais ça sème les germes nécessaires à la réflexion future. Ça vous a valu un froid avec les compagnies pétrolières? Oui, j'avais déclaré en Chambre qu'il y avait des collusions, et puis évidemment, les multinationales et les grandes pétrolières, c'est un langage qu'ils n'aiment pas beaucoup. C'est des industries qui se parlent, qui communiquent entre eux, qui ont la capacité de prendre des décisions. Je ne les accuserai pas, Monsieur le Président, de collusion. Je dirais cependant qu'ils ont certainement des intérêts communs à défendre. Et on l'avait écrit. Et ça avait froissé pas mal. On avait voulu me poursuivre, mais ça a tombé en cours de route. Mais moi, j'ai toujours prétendu que les parlementaires devaient dire les choses comme ils le pensent. Et surtout que les parlementaires sont très branchés sur leur communauté. Et il y avait des communautés plus sensibles que d'autres au prix de l'essence. Surtout ceux qui habitaient sur la frontière, par exemple. Alors, non, on avait fait un bon travail. Et les députés étaient contents. Moi aussi. Vous êtes redevenu ce qu'on appelle un député, pas nécessairement sans titre, parce que vous étiez président de la commission, mais vous ne siégiez plus à l'exécutif. Donc, plus concentré sur le comté de Matane, sur les priorités du comté de Matane, de la Gaspésie. Là, c'était le plan de développement que vous aviez élaboré avec M. Landry? Oui, parce que moi, je vivais en Gaspésie, puis il y avait la mouvance des patriotes gaspésiens, qui étaient des revendicateurs intelligents. Un mouvement dirigé par un économiste de formation qui était professeur au Cégep de Gaspé. Et moi, je disais à Bernard Landry, leurs revendications sont fondées. Il faut les écouter attentivement. Mais on était déjà en marche. Et on s'est inscrit dans cette démarche. Et Landry, comme ministre des Finances et comme premier ministre, a dit, nous allons poser des jalons qui vont permettre à la Gaspésie de décoller. Voilà une chance que nous avons d'avoir un premier ministre qui accepte de parrainer un projet de développement structuré sur le plan économique, social, culturel, et qui est désireux de voir la Gaspésie reprendre son souffle et de redémarrer son développement économique et social. Ça a été formidable, une expérience remarquable. Mais je ne cacherai pas qu'il y avait des dossiers que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé développer davantage, expertiser davantage, mieux articuler. On se sentait mal à l'aise parfois de décréter qu'on va investir tant d'argent, tant de milliers ou de millions, alors qu'on n'avait pas tout à fait les documents appropriés. Ça me chiffonnait beaucoup. Mais, somme toute, nous avons réalisé, et ça a permis d'avoir des arrangements fiscaux, des arrangements spéciaux pour la Gaspésie qu'il n'y avait pas pour d'autres régions. Bernard Landry, au fond, avait fait de la Gaspésie une priorité du gouvernement. Ça, c'était la première fois que ça se faisait dans l'histoire du Québec. Ça, c'est assez fabuleux. Et ça nous a permis aussi d'attirer des entreprises qui ne seraient jamais venues en Gaspésie si on n'avait pas eu ces avantages. Landry était un keynésien, je pense. Comme moi, il était partisan de l'économie mixte. Vous savez, cette jonction du capital privé et du capital public à des fins de développement. Il était fondamentalement d'accord avec ça. Et ça nous a permis de bien travailler et de réaliser un très grand projet. 150 millions d'investissements dans le parc de la Gaspésie, qui aujourd'hui est un moteur du développement de la Gaspésie.
Ça a permis à des chantiers maritimes à Gaspé de garder vie. Ça nous a permis des choses qu'on n'aurait jamais pu faire sans le plan de développement qu'on a mis au point pour la région. Et les Gaspésiens s'en souviennent. Les Gaspésiens se souviennent très bien de ça. À chaque fois que je retourne en Gaspésie, on m'en parle. Sur le plan de la logistique de votre organisation du travail, le comté de Matane est très grand, une longue distance avec Québec. Comment vous réussissez à organiser votre semaine de travail, rôle de député, rôle de législateur à Québec? C'est pas simple. En Gaspésie, il faut que tu sois député 7 jours semaine. Les distances sont considérables. J'avais un bureau à Matane. J'en avais un autre à Sainte-Anne-des-Monts. 1 heure de distance. Au moins 1 heure de distance. Et on avait l'arrière-pays. Alors, c'est sûr que tant à ton bureau le matin, pense pas aller dîner, là. Non, non. Tu as du monde tout le temps, qui viennent te voir pour que tu règles leurs problèmes. Alors, j'essayais d'aménager ça, bon an, mal an, pour être accessible, mais ne pas négliger non plus ma vie de parlementaire, que j'aimais beaucoup. Il y en a qui venaient même cogner à ma porte les fins de semaine. Le député doit toujours être disponible. Il doit être de tous les mariages, de tous les baptêmes, de tous les enterrements. 50e anniversaire de mariage. 60e surtout, il ne faut pas rater ça. C'est rare. J'étais constamment en mouvement. Mais j'aimais ça. Moi, je me souviens, j'étais ministre du Travail. Embêtant. Tu avais un conflit syndical. Je ne pouvais pas me faufiler. J'allais voir les travailleurs sur la ligne de piquetage. J'allais les encourager. Les employeurs hurlaient un peu, mais j'allais voir ce qui se passait pour comprendre leurs problèmes, puis intervenir à la limite. Alors, il y en a qui n'aimaient pas ça. Et il y en a qui n'aimaient pas ça du tout, même au sein de mon parti. Alors, mais ça ne m'a jamais empêché d'être attentif à la classe ouvrière, syndiquée, mais j'étais surtout attentif aux sans-voix. Tu sais, les gens que le système capitaliste enterre vivants. Ceux-là qui n'ont pas de droit de parole, qui n'ont aucun mécanisme pour s'exprimer, qui ne peuvent rien faire, ne peuvent pas aller à la radio, ne peuvent pas convoquer une conférence de presse. Ils sont sans moyens. Ils vont voir le député. Ils vont voir le député. Et si le député n'est pas attentif à leurs revendications, qui va véhiculer ça? C'est le rôle du député. Le député, dans une circonscription comme Matane, il est animateur social, il est conseiller matrimonial, il est commissaire industriel, il fait tout. Tout. Les familles m'aiment voir. Tu sais, les familles qui ont des problèmes de violence conjugale, de drogue, des familles désunies. Hey, la DPJ n'est pas fière quand elle voit arriver des gens. C'est le député qui nous envoie vous voir. Oh! J'aime pas ça. Mais c'est son boulot de le faire. Et c'est pour ça que je dis, c'est un sacré bon moyen de garder bien fraîche ta conscience sociale. C'est d'être député en région. Et dans une région, surtout, en difficulté. Ah ben là, t'es presque en terre de mission. Vous avez quitté la politique en 2003. Est-ce que là, vous aviez perdu vos illusions ou si vous aviez fait le tour du jardin? Oui, bien, j'étais content de quitter pour laisser de la place à une relève, parce que je sentais bien qu'il y avait des jeunes qui se préparaient, puis j'étais tout à fait d'accord avec ça. Et par ailleurs, j'avais le goût de faire autre chose. Et l'entreprise privée m'avait fait des propositions avant de quitter, bien avant de quitter, parce que j'aurais pu me recycler en vice-président ressources humaines dans une entreprise, mais ça obligeait d'ouvrir
le comté de Matane, mais une élection complémentaire, ce qui ne plaisait pas au premier ministre. Alors, on avait convenu ensemble que la Commission des normes du travail pouvait me satisfaire. Ça n'a pas marché. Mais je me suis retrouvé à la commission municipale. La justice administrative me plaisait beaucoup. Alors, j'ai fait là un mandat de 5 ans qui m'a plu. Ayant fait le tour pas mal, je suis retourné aux études pendant que je rédigeais mes jugements comme juge administratif. Et ça m'a beaucoup plu, finalement. Ça a été un mandat que je n'aurais pas renouvelé. Est-ce que vous êtes retourné en Gaspésie souvent, revoir vos électeurs, vos concitoyens? J'ai toujours retourné dans mon pays, la Gaspésie, très fréquemment, avant que je sois député et encore aujourd'hui. Je retourne voir mes gens. J'ai de la famille là-bas, des sœurs, et revoir mes amis et revoir les citoyens. Je retourne là où les restos que je fréquentais à l'époque, les bars, et je retrouve mon monde. C'est mon pays, je vous l'ai dit, hein, c'est ma patrie. C'est ma culture première. C'est là que j'ai... Vos racines. C'est là que sont mes racines. Ce que je suis devenu dans la vie, je le dois à la Gaspésie. J'ai été bien élevé, comme disait ma mère. Vous avez continué à vous intéresser à la politique quand même, après vous en être retiré. Oui. Vous savez, quand on est une formation en sciences politiques, comme c'est mon cas, et en sociologie, tu ne peux pas t'éloigner trop de la politique. J'aime voir la politique évoluer. J'aime voir les acteurs politiques assumer leurs fonctions. J'aime voir les bons coups qu'ils font, les erreurs stratégiques qu'ils font. C'est dur, c'est un très dur métier, très dur métier. Je respecte profondément ceux qui l'exercent et j'estime que c'est une des fonctions les plus importantes dans une société. Avoir des élus qui dirigent un pays, c'est une énorme responsabilité. Ça doit être assumé avec courage, conviction et créativité. Et je pense que les politiciens québécois sont en général bien formés. Et ils font bien leur métier. Je les trouve dociles. Je trouve que la discipline de parti, tant chez les libéraux que chez les péquistes, est une monstruosité. C'est un anachronisme dans le parlementarisme québécois et canadien. C'est une épreuve pour un parlementaire d'être obligé de vivre ça. Mais malgré tout, ils essaient d'exercer leur métier avec la plus grande rigueur possible. Leur désillusion vient des machines. Les partis politiques, c'est des machines. Et la concentration du pouvoir entre les mains du premier ministre. Vous savez que dans un système parlementaire britannique, lorsque le parti au pouvoir est majoritaire, le premier ministre n'est plus un premier ministre. Ça devient un monarque qui exerce le pouvoir sans partage. Il nomme son gouvernement, il peut mettre dehors un ministre quand il veut, il fait ça à son bon plaisir. C'est lui qui sanctionne les grands paramètres du budget, c'est lui qui sanctionne les grands objectifs de l'État. Même chose dans l'opposition. Tout gravite autour de la chef ou du chef. C'est devenu des machines. Donc, on dirait que l'objectif, c'est d'enlever du chemin tous ceux qui pourraient nuire à la cohérence idéologique du parti. Lorsqu'il y a une voix discordante, tout de suite, on dirait qu'il y a un signal qui se déclenche. Alors que c'est tellement riche de laisser le débat se faire.
C'est tellement riche de laisser des parlementaires agir librement. C'est la nation qui y gagne. Peut-être que le parti peut écoper à l'occasion d'un petit taloche, par-ci, par-là, mais si peu. Laisser un député, laisser des parlementaires agir selon leur conscience, leur intelligence et leur force, c'est tout le monde qui est gagnant. C'est possible qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne peut rien changer. C'est de la foutaise. Quand on est rendu que 2 grands partis politiques ne sont même pas capables de modifier la carte électorale comme du monde, qu'on a promis, que chacun a promis de revoir le régime électoral pour introduire des éléments de proportionnel, ni un ni l'autre n'a le courage de bouger. Voyons donc, il y a quelque chose qui ne va pas au Royaume du Québec. Je pense qu'il faut avoir le courage en politique. C'est ça. Quelqu'un a dit ça un jour. C'est le courage qui qualifie le plus l'action d'un gouvernement. Être courageux, être capable de prendre des décisions difficiles, être capable d'agir politiquement au-delà des sondages d'opinion. Ce que les gens admirent, c'est les gens qui se tiennent debout, qui ont des principes et qui sont capables de les défendre. Et ils sont capables de payer le prix pour défendre des principes. C'est ça, faire de la politique aujourd'hui. Et c'est ça, accéder à la modernité. Ce sont là les principales réflexions que vous tirez de votre vie politique? Oui, bien, j'ai fait une belle vie politique quand même. Ça n'a pas été facile par bout. Il y a eu des secousses, mais j'ai réalisé de belles choses. Je suis content. Je suis très content. J'ai surtout, oublions pour un instant tout ce qu'on a fait en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent pour améliorer la situation sociale et économique. Aider la culture, construire une magnifique maison de la culture à Matane, stimuler le théâtre, la danse, etc. Oublions ça. Ce que j'ai fait pour le parlementarisme québécois, ce que j'ai essayé de vendre comme idée, qu'il n'y avait pas de plus grande richesse qu'un Parlement qui fonctionne, un Parlement représentatif. Ces valeurs-là, j'ai essayé de les communiquer à d'autres. Et je pense que ça a fait son petit bonhomme de chemin. Si bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il y a moyen de faire de la politique de façon intelligente, de façon raisonnée. Il y en a même qui vont jusqu'à dire c'est tellement majeur de réformer les institutions que pour nous, l'exercice de la démocratie maintenant, ça se fait dans la société civile. Et j'ai la conviction qu'un jour, nous allons vivre au sein d'un Parlement qui sera plus représentatif parce qu'on aura des éléments de proportionnel. Et nous aurons compris, tous ensemble, que plus le Parlement est représentatif, plus il est respecté par la nation, plus le peuple se reconnaît dans son Parlement, plus il respecte l'institution. Il faut être représentatif, il faut parler au nom du peuple, il faut respecter aussi le peuple. Demandez aux Québécois aujourd'hui s'ils veulent qu'on ait des éléments de proportionnel dans le mode de représentation. René Lévesque avait dit que c'est un système abject, le parlementarisme tel que nous le vivons. Moi, je dis, essayons d'abord de le rendre plus représentatif, plus, je dirais, plus sensible aux besoins profonds, et nous aurons une avancée fantastique au cours des prochaines années. Merci beaucoup, M. Rioux. Merci.